Bien, on va donc continuer à explorer les relations qui existent donc entre l'entropie d'une part donnée thermodynamique, qui est la variable conjuguée de la température, et le contenu en information. Donc on a déjà vu qu'il y avait une similitude dans la définition thermodynamique de l'entropie et la définition de la quantité d'information qui est dans un message. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est préciser un petit peu mieux quelque chose d'important qui corresponde à quel moment on produit de l'entropie et à quel moment on peut acquérir de l'information. Donc ça, c'est un problème qui a été étudié tout au long du XXe siècle. La première chose qu'on peut dire, c'est que quand vous regardez un système, vous pouvez le regarder soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Si vous le regardez de l'intérieur, eh bien, vous allez devoir décrire tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vais prendre un exemple. Ici, on va lancer 2 dés et on va s'imaginer qu'on est à l'intérieur du système, c'est-à-dire qu'on peut regarder le résultat. À ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté, vous obtenez ce qu'on appelle un micro-état. C'est-à-dire que si vous trouvez, par exemple, que vous avez mis le 5, qu'un dé indique le 5 et l'autre le 1, eh bien sûr, vous pouvez voir cette information puisque vous êtes à l'intérieur du système. Maintenant, si je me place à l'extérieur du système, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à l'intérieur et je choisis d'ignorer, en fait, comment se répartit l'information et qu'on me dit simplement j'ai obtenu le chiffre 6. C'est-à-dire qu'on a fait l'addition 5 plus 1. Vous voyez que là, il y a ce qu'on appelle une incertitude. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux deviner que les dés, il y avait un dé qui indiquait 5 et l'autre qui indiquait 1. Mais comme je suis à l'extérieur et que je n'ai pas accès à l'intérieur du système, ça aurait pu être aussi 3 plus 3, 4 plus 2, 1 plus 6. J'aurais eu exactement la même sortie extérieure. Quand je prends ces micro-états, je n'ai qu'une seule sortie qu'on appelle le macro-état. Et l'entropie, en fait, mesure ça. C'est-à-dire que pour un ensemble de micro-états donnés, je ne peux, moi, de l'extérieur, observer qu'un seul macro-état. Et on peut aussi le voir comme ceci. Lorsqu'on fait l'addition des 2 chiffres, eh bien, on perd de l'information de l'extérieur, alors que cette information est toujours présente à l'intérieur du système. Donc, ceci nous permet d'expliquer un petit peu cette notion de macro-état et de micro-état, et comme on le montre ici dans le tableau, eh bien, lorsqu'on a un macro-état qui est avec beaucoup de possibilités, par exemple ici dans cet exemple, le macro-état qui a le plus de micro-états associés, c'est le chiffre 7, parce qu'il y a 6 façons d'obtenir 7 différentes. Donc on a 6 micro-états qui correspondent à un seul macro-état qui est 7. A l'inverse, le macro-état qui a le chiffre 2 ne correspond lui par contre qu'à un seul micro-état. Donc on voit que les macro-états ne sont pas équivalents. Ils n'ont pas le même contenu d'information, et c'est exactement ça que mesure l'entropie. C'est-à-dire plus il y a de micro-états, plus l'entropie est grande. C'est-à-dire plus, lorsqu'on est à l'extérieur du système, on a un plus grand choix possible. Donc ça, c'est un petit peu l'idée d'associer l'information et l'entropie. L'information se trouve détaillée à l'intérieur du système, sous forme de micro-états, et de l'extérieur, moi je n'ai accès qu'à un macro-état, c'est-à-dire quelque chose où on fait un calcul, où on détruit cette information qu'on pourrait avoir de l'intérieur. Alors heureusement, parce que sinon, ici vous voyez, bon, on a pris 2 dés, mais si j'avais pris le nombre d'Avogadro de dés, vous imaginez l'étendue du nombre de micro-états. Donc ça, c'est pour ça qu'on prend la fonction logarithme, parce que je vous rappelle que dans 18 grammes d'eau, vous avez quand même le nombre d'étoiles de l'univers, 10 puissance 24,
Si vous ne prenez pas le logarithme, ça fait des jambes gigantesques. Parce que le logarithme de 10 puissance 24 en base 10, c'est simplement 24. Et non pas un 1 suivi de 24 zéros. Donc c'est pour ça que la fonction entropie, qu'elle mesure la quantité d'informations ou le nombre de micro-états, on prend le logarithme pour pouvoir avoir des chiffres qui sont manipulables. D'un autre côté, le fait de se trouver à l'extérieur d'un système va faire qu'on ne regarde que le macro-état et qu'en général, derrière un macro-état, vous avez énormément de micro-états qui sont compatibles. Donc, c'est ce qui se passe par exemple avec la température. Quand vous fixez la température, comme on l'a vu dans les exemples précédents, le nombre de niveaux d'énergie est fixé, la température fixe la quantité d'énergie que vous devez répartir sur ces niveaux d'énergie, d'où un ensemble de micro-états, et la fonction entropie donc mesure ça de la même façon qu'elle peut aussi mesurer donc la quantité d'informations que l'on peut ignorer sans changer la connaissance du monde extérieur. Tout ce que vous voyez, monde extérieur, vous êtes à 20 degrés. Ça n'a pas besoin de savoir tout le détail des micro-états. Voilà, donc ça c'est un premier point qui illustre le lien profond qui existe entre entropie et information. L'autre point qui a été très étudié, c'est qu'au XXe siècle, donc, il y a eu le développement de l'ordinateur. On a commencé à manipuler l'information, non plus de façon analogique. Je vous rappelle qu'avant on avait de l'information, mais c'était analogique, par exemple, quand on voulait informer les gens, on imprimait des journaux. L'imprimerie a été la première grande façon de traiter l'information de façon analogique. Avant, pour informer les gens, il y avait des écrits, mais c'était très compliqué. On avait beaucoup de traditions orales. Là, au XXe siècle, on s'est intéressé à la numérisation, la digitalisation de l'information, et c'est là où est arrivé donc tout de suite le lien entre entropie et information. Alors, la première chose qu'on a compris, c'est ce qu'on appelle la notion d'irréversibilité logique. Elle a été étudiée donc par ce monsieur qui s'appelle Rolf Landauer. L'idée, elle est là. Vous avez une information. Donc ici, par exemple, je vais coder le bit 0 quand la particule est à droite et le bit 1 quand la particule est à gauche. Donc, ici, je vois très bien que j'ai deux informations possibles, 0 ou 1, et en l'enjeu binaire, c'est les deux seules possibilités. Ensuite, je veux perdre cette information. Là, je sais que c'est 0, là, je sais que c'est 1. Je veux la perdre, c'est-à-dire, en informatique, c'est mettre à la corbeille le fichier. Donc, tout ce que j'ai à faire, vous voyez, il y a une séparation qui va me dire si je suis à droite 0 ou si je suis à gauche 1. Si j'enlève cette séparation, je ne sais plus. Je ne sais plus quel est l'état parce que maintenant il y a une ambiguïté. Le bit, l'état du système est dans un état indéterminé, ça peut être 0 ou 1 suivant que je place mon point à gauche ou à droite. Maintenant, si je veux être sûr que l'information qui était là soit effacée, c'est-à-dire disparaisse physiquement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je revienne à un état où j'ai maintenant une certitude. C'est-à-dire que je vais prendre un piston et je vais remettre en place la cloison. Et si je remets en place la cloison, je vais devoir faire un travail pour remettre la cloison au milieu. Et quand je vais remettre la cloison au milieu, mon objet qui symbolise l'état informationnel ne va plus être que dans une configuration, et non plus dans deux possibles. Donc on voit qu'il faut réaliser ce travail, et ce travail qu'il faut réaliser, il va se traduire par l'émission d'une quantité d'entropie qui est justement KB log de 2, c'est-à-dire qui correspond au travail qu'il faut faire pour réinitialiser sa mémoire, revenir à un état où de la mémoire est connue. Donc ça, en informatique, ça s'appelle le formatage. Vous prenez un disque qui peut avoir des 0 et des 1 de façon aléatoire. Ce que vous voulez pour écrire un fichier, c'est vous mettez tout à 0 ou vous mettez tout à 1, de manière à ce que vous soyez sûr qu'il n'y ait aucune information sur votre disque. C'est le formatage, et quand vous formatez, eh bien, vous devez effacer de l'information, mais physiquement.
Et cet effacement physique, il a pour conséquence de dégager de la chaleur. C'est pour ça que on utilise quand on veut travailler avec des ordinateurs, il faut les refroidir. Parce que dès que vous allez devoir effacer des informations pour pouvoir travailler, parce que les mémoires sont finies, donc il faut à un moment donné, quand les mémoires se saturent, il faut pouvoir effacer l'information. À chaque effaçage, vous allez avoir de la chaleur qui va être générée, d'où le ventilateur. Et quand vous travaillez avec des quantités flux d'informations énormes, comme c'est le cas avec Internet, vous n'avez même plus, le ventilateur n'est pas suffisant pour refroidir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met carrément les ordinateurs au pôle Nord pour que la chaleur puisse être dissipée, parce qu'il faut, à chaque fois que les mémoires se saturent, il faut les effacer. Donc on voit très bien ici la différence entre ce qu'on appelle l'oubli, l'effacement, qui consiste juste, par exemple, je pourrais remettre ma cloison ici, de façon sans faire de travail, mais à ce moment-là, si je fais ça, je n'ai aucune idée de l'état d'information de mon système. Je peux être, quand je remets la cloison aléatoirement, je peux être là ou là. Si je veux connaître mon système avec certitude, il faut que je pousse ma cloison, que je fasse un travail de manière à être sûr que j'atterris dans un état final qui est connu. Soit 0, soit 1, en général on met 0, et puis après on a juste à écrire les 1 pour mémoriser l'information. Voilà, ça a été le travail donc de M. Landover, et ensuite on a eu la contribution de Charles Bennett, parce qu'on pensait, jusque dans les années 60, qu'il fallait travailler pour effacer l'information, mais il fallait aussi travailler pour acquérir de l'information. C'est-à-dire pour faire passer un bit de 0 à 1, il fallait faire le même travail qu'avec l'octet2 que lorsqu'on l'efface. Eh bien non, parce que Bennett a montré que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'en fait, l'information a une caractéristique qui est très particulière, c'est qu'on peut la copier. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de mettre des 0 et des 1 à partir d'un truc qui est 0, on va juste copier. C'est-à-dire, on a une information qui est disponible, on va la copier, et il a pu montrer, par un argument thermodynamique assez subtil, que cette copie se faisait à coût nul. C'est-à-dire que, autant ça coûte, en termes de travail et d'entropie, d'effacer l'information physiquement, autant l'acquérir ne coûte rien. Et ça, on le sait bien, puisque si vous regardez ce qui se passe sur Internet, il y a ce qu'on appelle les fichiers, où si on vous voulez avoir une information, vous pouvez l'acheter, bien sûr, ça va vous coûter quelque chose. Mais vous pouvez aussi vous la procurer sans rien payer. Parce que il y a des fois, c'est des sites où vous pouvez récupérer simplement par copie, et ça ne coûtera rien du tout. Et vous aurez le programme qui va vous intéresser. Par contre, si vous voulez vous débarrasser de ce programme, parce que vous en voulez en mettre un autre dans votre machine et que cet autre vous semble meilleur, là, il va falloir effacer l'ancien pour mettre le nouveau, et c'est là où vous allez générer de l'entropie pour pouvoir détruire cette information physiquement. Voilà, donc, on a quelque chose qui est caractéristique de l'information. L'acquérir ou l'oublier ne coûte rien, par contre, la détruire coûte quelque chose. Alors évidemment, ça pose une question, c'est que l'information, on sait aussi qu'elle ne peut jamais être détruite. Pourquoi? Parce que l'entropie, je vous ai dit, ne peut jamais être détruite. Ça veut dire quoi? Que si vous détruisez l'information sur un support physique, elle doit aller ailleurs. Puisqu'elle n'est jamais, on ne peut pas la détruire. En fait, ce que vous faites, c'est que vous la transférez d'un système vers un autre, et c'est pour ça que ça coûte de l'entropie. Alors, jusque dans les années 40, donc, on a bien étudié cette relation entre l'entropie et l'information. Et puis, lorsque John von Neumann, qui est aussi le père des ordinateurs, a développé le formalisme mathématique de la mécanique quantique, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une correspondance entre la théorie de l'information et ce qu'on appelle en mécanique quantique la matrice densité, qui décrit la manière dont on s'y travaille pour faire des mesures en physique quantique. Vous avez ici, par exemple, le schéma de M. Shannon. Vous avez une source d'information, vous envoyez un message dans une ligne de communication, donc il y a un transmetteur, le signal, un canal, le signal est reçu par un receveur qui redistribue le message à la personne auquel il est destiné. Ça,
c'est la théorie de l'information. Regardez ce qui se passe quand on fait une mesure en physique quantique. On a un système, on veut mesurer une propriété de ce système, on a donc un appareil de mesure qui joue le rôle du transmetteur, et puis après c'est pareil, l'appareil de mesure génère un signal. Il y a ici une source de bruit qui vient dans la communication mais aussi dans la mesure, et ensuite cette mesure, elle va faire bouger une aiguille par exemple, on a un indicateur qui joue ici le rôle du receveur, et cette valeur mesurée, il faut la communiquer à un observateur. Donc vous voyez que la structure de la mécanique quantique, en vert, coïncide parfaitement avec la structure de la communication d'un message. Donc il y a une analogie, on le voit bien sur les mathématiques, puisque ça c'est la définition de la quantité d'entropie au sens de Shannon, ça c'est la définition en théorie quantique. Et on retrouve exactement la même expression mathématique, et comme on avait la même expression mathématique pour l'entropie thermodynamique, ça veut dire que entropie, physique quantique et théorie de l'information sont trois manières différentes de parler de la même chose, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'un système évolue, et pour un système vivant, évoluer, ça veut dire vivre. Voilà, donc on a un petit peu clarifié ce débat, et maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est de voir les conséquences pratiques de tout ça.